Sur ce sujet, je vous ai coupé la parole tout à l'heure. Non, mais effectivement, moi, je pense qu'il n'y a pas qu'une question, c'est pas qu'une question de moyens, mais de toute façon, la justice, ça reste quand même le parent pauvre du domaine régalien, et l'administration pénitentiaire est le parent pauvre de la justice. On le voit par rapport aux chiffres, c'est que le ratio quand on compare par rapport à l'Allemagne, on dépense 2 fois moins par habitant dans la justice. Après, effectivement, sur la construction des places de prison, le président de la République s'était engagé à en construire un certain nombre. Il n'a pas tenu ses objectifs, mais la réalité, c'est qu'en fait, c'est qui va vouloir dans une commune. Quels sont les élus qui vont vouloir d'une prison sur leur terrain municipal. Moi, je pense qu'il faut aller vers des moyens alloués à l'État pour pouvoir réquisitionner certains terrains, comme on le fait lorsque c'est le cas sur les HLM ou autres, pour pouvoir construire des places de prison, malheureusement, contre la volonté des élus. Et évidemment, en tant que Français, en tant que consommateur, on parlait des vacances tout à l'heure, les augmentations des prix, elles touchent aujourd'hui clairement tous les domaines. Tout à fait. En fait, là, le point qu'on voit dans le reportage, c'est que l'inflation touche tout le monde. L'inflation touche tout le monde et les ménages français sont vraiment ceux qui sont le plus pénalisés par l'inflation. Monsieur a raison de rappeler, pour moi, il a raison de le dire, c'est que les politiques de court terme, type bouclier tarifaire, dont amortisseur électricité, atteignent leurs limites. On ne peut pas garder ce type de dispositifs qui sont quand même très coûteux pour l'État pendant plusieurs années. Et il a raison, il soulève un autre point, c'est des questions qui sont beaucoup plus d'ordre structurel. Notamment, moi, je vois 2 éléments, il en a parlé. Le premier point, c'est le marché européen de l'électricité. Donc, est-ce qu'il faut sortir ou pas, comme ce qu'a fait l'Espagne et ce qu'a fait le Portugal pour d'autres raisons liées d'interconnexion avec le marché européen. Mais en tout cas, c'est une question qui se pose parce que les Français ont l'impression de payer une électricité trop chère à cause des erreurs qu'ont fait l'Europe et les écologistes allemands. Et d'autre point, la deuxième question structurelle, c'est dans quel état est notre parc nucléaire de production d'électricité? Est-ce qu'on est vraiment au maximum de nos capacités? Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une vingtaine de centrales sur les 50 que compte le pays qui sont inopérantes aujourd'hui. Et donc, de fait, une production électrique qui n'est pas au meilleur de sa forme. Oui. Bien sûr, Mathieu Hoc. Ouais, moi, je partage l'analyse qui a été faite. Je suis vraiment inquiet pour la filière touristique au vu du début de l'été. Je pense que déjà, on est obligé de composer avec la météo. Ça, là-dessus, on pourra pas changer les choses. Mais par contre, effectivement, moi, je suis inquiet à deux ordres. Le premier point, c'est effectivement sur l'activité, le niveau d'activité. 2 tiers des touristes qu'on accueille sur notre pays sont des touristes français. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai sujet d'activité. Et puis, un deuxième point aussi qui n'a pas été soulevé dans le reportage, c'est les jobs étudiants. Est-ce que les restaurateurs et les différents services d'hôtellerie, etc., vont répercuter le manque d'activité sur leurs salariés et donc de fait moins embaucher de jeunes étudiants pour pouvoir répondre à des périodes plus denses d'activité. Et donc de fait, ça va avoir des impacts en bout de chaîne sur les étudiants et notamment sur la rentrée pour des étudiants qui ont besoin de ces 1500 € gagnés l'été, quoi. Sur cette question, une chose est sûre, Mathieu Hoc, on peut aussi s'interroger sur le fait que cette mesure ne va-t-elle pas créer davantage de précarité? C'est aussi ce qu'on peut se demander. C'est un peu toujours le paradoxe entre modèle flexi-sécurité et modèle de protection sociale un peu à la française, où on ne sait pas trop vers quel modèle on veut aller. Moi, j'ai une lecture un petit peu différente. Je pense que le gouvernement fait un pari macroéconomique. Il fait un pari macroéconomique un peu comme sur le modèle de ce qu'a fait l'Allemagne lors des réformes Hartz. Donc, au début des années 2000, l'Allemagne était l'homme malade de l'Europe d'un point de vue économique. Et les réformes de Hartz, donc, qui était quelqu'un qui venait de la social-démocratie, ont permis, par une réforme de l'assurance chômage, par une réforme du marché du travail, qui ont été des réformes plutôt libérales, ont permis de réaugmenter le taux d'emploi. Et pourquoi c'était une réussite? C'est parce que du coup, le taux d'emploi des Allemands est passé de 60% à 80% en l'espace de 10 ans. Et si la France arrive à mener ce type de politique, on va passer d'un taux d'emploi à 66% aujourd'hui à éventuellement 70, 75, 80%. Et si vous faites quelque chose de cette nature-là, vous avez plus de cotisations sociales puisqu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent et vous avez donc plus d'impôts et aussi vous payez moins d'aides sociales et donc de fait, vous avez un modèle social qui peut s'équilibrer. Donc je pense que le gouvernement fait plutôt un pari macroéconomique qui a été gagnant en Allemagne, en Angleterre, etc. Tout en sachant, en mettant un point de précision sur le fait qu'on dit que ça va précariser les gens. Les personnes qui sont précarisées dans les pays anglo-saxons ou en Allemagne ont quand même un revenu, un niveau de vie qui est supérieur aux personnes précarisées en France, parce qu'il faut quand même rappeler que la France,
en 1970, enfin 1970-1980, dépensait 14% de son PIB en dépenses sociales. Maintenant, c'est 35% depuis le tournant socialiste. Et pour autant, on a toujours autant de pauvres puisqu'on a 10 millions de pauvres. Donc, oui, c'est ça, c'est un message universaliste qui correspond à la foi qu'est le christianisme. Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, la société française a été marquée par un vaste mouvement de déchristianisation. En préparant l'émission, j'ai vu qu'il y avait 40 millions de Français qui allaient à la messe en 1970, quotidienne, enfin hebdomadaire, 40 millions tous les dimanches. Aujourd'hui, on est à moins d'1 million. On a 700 000 en moyenne de personnes qui fréquentent la messe. Donc ça veut dire que les jeunes générations, les générations de mes parents, etc., ne sont plus allés à la messe. En tout cas, ce qu'on voit maintenant aujourd'hui, c'est que depuis 10 ans, 15 ans, il y a un renouveau du fait religieux chez une jeunesse catholique. Et moi, je le vois plutôt d'un bon œil, puisque c'est du lien social en plus, c'est de la cohésion entre les personnes, et c'est de l'amour. Donc c'est plutôt un bon message, oui. Rapidement, moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi dans l'avenir des religions, c'est la question planétaire, en fait. C'est que le christianisme, aujourd'hui, on voit qu'il y a, et le pape actuel n'est pas européen, c'est aussi un signe, c'est que c'est une religion qui est vraiment planétaire, et on le sait, les chrétiens dans le monde entier sont aussi, dans certaines régions du monde, persécutés. Et donc, c'est aussi une manière de célébrer la foi chrétienne et de dire que voilà, le christianisme a un avenir au XXIe siècle. Il y a une augmentation très nettement de ce type d'affaires. On voit que de toute façon, la criminalité organisée en France a augmenté. C'est un rapport de l'index global de la criminalité organisée qui le démontre. Ce que l'on voit en fait à travers ce rapport, c'est que la criminalité organisée a augmenté. Pourquoi ? Parce qu'elle est alimentée par le trafic de drogue qui est lui-même alimenté par une consommation de drogue, on va dire soft, cannabis, etc., et de drogue dure qui augmente dans les deux cas en France. Et la réponse de l'État aujourd'hui, elle est à la hauteur en termes de moyens, mais insuffisante au regard en fait des problématiques des quartiers, parce que ce qu'il se joue, c'est une conquête du territoire, en fait, une guerre spatiale en fait, qui se joue dans ce type de quartier-là, entre les bandes rivales et avec la police. Et là-dessus, les pouvoirs publics, et c'est pour ça qu'on parle de territoire perdu de la République, ont perdu le contrôle dans un certain nombre de territoires. Mathieu, vous souhaitiez réagir ? Oui, moi je suis assez d'accord avec ce que dit Christian Proto. Je pense qu'il apparaît indécent, et c'est ce que montre le reportage aujourd'hui, de parler de la question des salaires des ministres, des députés, des grands élus de la République, même si les ministres ne sont pas tous élus. Mais effectivement, il paraît indécent parce que les Français vivent et souffrent de l'inflation avec une paupérisation des classes populaires et des classes moyennes que l'on voit tous les jours. Néanmoins, il faut vraiment le rappeler, et il y a énormément d'élus, notamment dans les conseils municipaux, des petites communes, des petits villages, qui consacrent énormément de temps et d'engagement, qui sont pour certains bénévoles aussi, beaucoup sont bénévoles, hein, et dans un contexte où en plus se multiplient les agressions à l'égard des élus, dans le contexte où il y a moins de capacité d'agir pour les collectivités territoriales, les petites municipalités, etc., on peut se poser la question effectivement de revaloriser ces élus-là, si on veut être tout à fait objectif et cohérent. Mathieu Hoc, vous partagez ce qui vient d'être dit ? Tout à fait. Monsieur Perrin soulève un point qui est intéressant, qui est justement la composition des élus en fait, de notre pays, notamment à l'échelle locale. Ce qu'on voit en fait, ce qu'on voit beaucoup dans nos élus, c'est que le niveau d'engagement est fort. Et effectivement, on se plaint souvent du manque d'engagement dans la société, etc. Et il faut vraiment le reconnaître. Les élus travaillent beaucoup. Après, il faut qu'ils aient aussi pourquoi on donne des rémunérations aux élus. C'est ce que Max Weber appelait la professionnalisation du personnel politique. C'est pour aussi donner l'opportunité à n'importe qui de pouvoir être élu et de pouvoir subvenir, grâce à son mandat, à ses propres besoins. Et ça évite justement le biais que pose M. Perrin, qui est que dans nos élus, on a énormément de gens qui viennent de l'administration, donc des gens qui ont des métiers qui sont protégés. Un dernier mot. Oui, moi je pense que je suis d'accord avec ce qu'a dit Christian Proto. Je pense qu'effectivement l'inflation joue un rôle qui est majeur. Et je pense qu'il ne faut pas non plus oublier la question des émeutes, hein, qui ont vraiment conduit les commerçants à voir leur devanture saccagée, etc. Et qui n'ont pas donné en fait l'envie aux Français de vouloir consommer. Donc c'est aussi un élément, je pense, qui explique en fait la question de la baisse de la fréquentation des commerçants.